Et vos pense-bêtes, là, donc vous avez votre livre, bien sûr. Oui, j'ai... Ah oui, je vois. Vous avez apporté ce superbe numéro de l'Obs sur qui sont les nouveaux intellos de gauche. Avec 0% de Finkielkraut, Zemmour et les autres. Oui, ça. parce que je crois que cette couverture effarante en dit long sur le débat intellectuel. Il n'y a plus de débat intellectuel. Il y a l'anathème, l'invective, la chasse à l'homme. Et ce 0% est absolument sidérant, d'autant plus que, comme vous pouvez le noter, la couleur est jaune. Donc, dans ce qui était autrefois c'est la couleur des traîtres, le jaune. C'est la couleur des traîtres, c'est la couleur de la stigmatisation des Finkielkraut et des Zemmour. Donc les néo-antifascistes, si vous voulez, n'en ratent pas une, et c'est désolant, car le Nouvel Observateur, sous la direction de Jean Daniel, c'était le rendez-vous de la vie intellectuelle en France. Et voilà ce que c'est devenu. Vous en souffrez de ça? Oui. Vous avez l'impression d'être, vous disiez chasse à l'homme, vous avez l'impression de vivre une chasse à l'homme? Oui. On dit que je suis partout, alors que je suis dénoncé partout. Certes, il m'est arrivé d'aller à la télévision, j'ai même fait l'émission de Laurent Ruquier, mais d'autres... Oui, vous êtes invité sur beaucoup de plateaux de télévision. Oui, enfin, j'ai été surtout invité, et j'ai eu 1 heure de temps pour m'expliquer, et donc pour répondre aux invectives qui déjà pleuvaient. Moyennant quoi, ma tête est mise à prix sur tous les murs de la ville et on dit mais regardez, vous êtes partout. Oui, mais c'est vous qui avez mis ma tête partout, et en plus pour dire wanted. Donc je trouve cette situation effrayante, et en effet être doté d'intentions nauséabondes ou putrides, être attaqué dans les termes les plus violents, cela touche. Parce que de quoi suis-je accusé? Eh bien, de faire le jeu du Front National, d'être moi-même un néo-fasciste, et précisément ce que j'essaye de dire dans la seule exactitude... La seule exactitude, c'est tiré d'une citation de Charles Péguy. Oui, c'est ça. Se mettre en avant, se mettre en retard, quelles inexactitudes, être à l'heure, la seule exactitude. Nous sommes inexacts parce que nous nous persuadons de vivre le retour des années 30, et évidemment, je deviens, aux yeux de certains, l'équivalent de Barès. Pourquoi? Ou de Maurras. Ou pire encore, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Maurras et Barès disaient il y avait un problème juif en France, et il y avait un problème d'immigration. Je dis aujourd'hui, avec d'autres, que il y a une question de l'islam et il y a un problème de migration. Eh bien, on dit, vous faites exactement la même chose que Barès et Maurras, et donc vous reportez sur les musulmans la haine traditionnellement orientée vers les juifs. Alain, sans reprendre les arguments, en effet, qui sont les leurs, parce que je pense qu'il n'y a aucun rapport dans la mesure où il n'y avait pas une entité terroriste juive à l'époque qui posait des bombes et faisait exploser des avions. Donc ça n'a rien à voir. Pour autant, il est vrai que si on vous lit, on a l'impression qu'il y a sur cette question de l'islam une focalisation qui est extrêmement grande. C'est une inquiétude majeure chez vous? Mais c'est pas la seule. Mon effort est un effort philosophique. Bien sûr, mais parce que j'essaie de diagnostiquer le présent. Le présent, en tant qu'il ne s'est jamais présenté, en tant qu'il est différent de ce qui est autre que lui-même, c'est-à-dire le passé. Et Foucault a signé à la philosophie justement cette mission de diagnostiquer le présent. Eh bien, notre présent se caractérise aussi par la déculturation. La culture, qui était au cœur de l'identité européenne et française, cède aujourd'hui la place. C'est un phénomène que j'analyse. Mais aussi, nous découvrons, évidemment, et nous sommes décontenancés par cette découverte, le choc des cultures. Là, le progressisme... Comment vous définissez ce choc des cultures? Parce que c'est un mot extrêmement problématique. Choc des civilisations, choc des cultures. Comment vous définissez un choc des cultures? Quelles sont ces cultures en présence et qui les porte? Je pense que on ne peut pas continuer à dire que l'islamisme n'a aucun rapport avec l'islam. Et c'est Abdenour Bédar, intellectuel musulman, qui m'engage à penser ainsi, parce qu'il dit, on dit que l'islamisme, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais quel est l'état de la forêt pour qu'un tel arbre puisse y prendre racine? Donc, il y a évidemment un rapport entre l'islam et l'islamisme. Peut-être... C'est vrai, mais il y a d'autres islams que l'islamisme. Il y a d'autres islams. Le dites-vous suffisamment? Mais d'abord, je ne suis pas là pour montrer patte blanche. J'essaye de m'inscrire dans la filiation d'un certain nombre d'intellectuels critiques venus de l'islam, comme Bidar,
comme Boualem Sansal, par exemple, ou comme Fethi Benslama, un psychanalyste qui dit que la violence actuelle dans l'islam doit être reliée avec la situation faite aux femmes par la religion musulmane et par la civilisation musulmane. Cette ségrégation des femmes, tout le monde en souffre, les hommes et les femmes, et elle a de quoi rendre fou. Donc je crois qu'on ne pouvait pas dire que Staline, ça n'avait aucun rapport avec le communisme. Non. On a essayé de le dire longtemps, et puis on s'est rendu compte que ce n'est pas vrai. Donc il est absolument indispensable de prendre acte de cette violence-là, non certes pour stigmatiser tous les musulmans, mais pour essayer de faire face à cette situation et précisément de défendre notre civilisation dans ce qu'elle a de meilleur. On ne va pas exclure ceux qui viennent d'ailleurs, mais on va leur dire que ces principes ne sont pas négociables. Voilà, c'est tout ce que j'affirme. Est-ce que vous regrettez parfois certaines paroles que vous avez eues? Est-ce qu'il vous arrive de vous dire « je n'aurais pas dû dire les choses comme ça » ? Non, enfin j'ai écouté, oui, en 2005, j'ai donné une interview au journal Arès que je n'ai pas relu, etc. Je l'aurais relu, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Vous parliez de l'équipe de France de football, voilà. Donc, je ne parlerai jamais plus d'équipe de France de football. Donc si vous me demandez de commenter l'affaire Valbuena-Benzema, vous ne tirerez pas un mot de moi. Ça n'était absolument pas mon intention. En revanche, je voulais savoir si vous regrettiez, par exemple, la façon dont la défense que vous aviez faite de Nadine Morano, ou plutôt de la phrase du général de Gaulle. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Vous avez essayé d'expliquer cette phrase du général de Gaulle. Non, je ne le regrette absolument pas. Parce que de Gaulle a écrit aussi, dans les Mémoires de l'espoir, une phrase sur l'Europe en disant que c'était un continent de race blanche, de religion ou d'origine chrétienne, de culture gréco-latine, et que ce continent, il était légitime qu'il s'unisse, qu'il forme une communauté politique à partir de... C'est tout à fait vrai, mais cette façon de formuler les choses, et même cette conception de l'idée que c'est un continent blanc, c'était il y a 60 ans. Et alors ? Est-ce qu'on peut réellement dire les choses de cette façon-là aujourd'hui? Est-ce qu'on doit les dire? Nous vivons sous la férule d'un antifascisme obsessionnel qui est en train de virer à l'antigaullisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est de cela que l'affaire Morano les symptômes, on ne fait plus la distinction entre Péguy et Maurras, entre Pétain et De Gaulle. De Gaulle, pour ces phrases-là, si vous voulez, il aurait la LICRA et le MRAP sur le dos. Mais peut-être qu'il ne les prononcerait plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si, bien sûr qu'il les prononçait. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le peuple français, au sens traditionnel du terme, doit rester majoritaire en France pour que la France demeure une nation hospitalière. Et cette thèse, on peut, si vous voulez, considérer qu'elle est révolue. On peut penser que nous devons entrer dans une société multiculturelle où tous les groupes, où toutes les communautés sont à égalité. Moi, je ne suis pas sûr que cela soit vrai, mais en tout cas, cette idée-là mérite considération. Quand vous dites qu'il faut que le peuple français reste majoritaire pour pouvoir accueillir, je suis d'accord. Tout dépend de la façon, de la définition qu'on donne du peuple français. Le peuple français peut être un peuple multiethnique du moment qu'il ne devient pas multiculturel. C'est-à-dire qu'il peut accueillir du moment qu'il garde cette culture commune. C'est pas une question de race. Mais c'est pas une question de race, mais ce sont des choses tellement... C'était des évidences d'autrefois. C'était comme ça. C'était l'Europe, c'était la France. On est en train de basculer dans un tout autre monde, sous l'effet d'une immigration extrêmement massive, et on ne comprend même plus ce souci-là, parce que vous pouvez pas complètement découpler le multiethnique du multiculturel. À un moment donné, si la France devient multiethnique au sens où vous le dites, elle deviendra nécessairement multiculturelle, et quand on fait un procès au général de Gaulle, c'est précisément ce que l'on demande. Pas forcément. Elle peut continuer à intégrer. Nous avons un combat commun qui est sur l'école. Elle peut continuer à intégrer. On fait de l'école, on refait de l'école une machine à intégrer, alors ce que vous dites sera faux. Mais d'abord, je suis absolument d'accord avec vous. La nation doit être une unité englobante, et cela veut dire bien entendu que justement l'autre n'est pas simplement à respecter, il est aussi et surtout à intégrer. Et l'assimilation, pour moi, ce n'était pas l'obligation qui m'était faite en tant que juif de sacrifier ma différence, c'était la possibilité qui m'était donnée d'assimiler cette culture française. Et après tout, cette possibilité aujourd'hui
est refusée aux Français de Fresdas comme aux Français de souche, puisque bien entendu, cette culture française n'est plus au programme. Elle n'est plus au programme de personne. Donc la France était un vieux monde dans lequel on introduisait tous les nouveaux venus que sont les enfants, et maintenant, de ce vieux monde, on veut en quelque sorte se débarrasser. On liquide l'héritage pour mettre tout le monde à égalité. Mais on a l'impression quand même que vous êtes dans cette posture du prophète de malheur qui dit « les malheurs vont arriver », mais en même temps, vous n'avez pas l'air d'assumer jusqu'au bout cette posture. C'est-à-dire, vous êtes un philosophe, vous avez le droit d'être désespéré. Vous avez le droit de dire « nous sommes dans une situation désespérée ». Mais votre parole est publique. Et dans cette parole publique que vous prenez en permanence, parce que vous êtes sur les plateaux de télévision, il y a à un moment donné aussi peut-être un espoir à donner. J'ai le goût de l'analyse. Je pense que pour empêcher le désastre, il faut faire face au désastre. Et vous voyez que je suis un homme plein d'espoir, puisque je propose un référendum sur la musique d'ambiance. Et je pense que le non peut gagner. Et je proposerai aussi des référendums sur l'école. Je suis absolument convaincu que beaucoup de gens veulent une école exigeante, et que si des familles, si vous voulez, soustraient aujourd'hui leurs enfants à l'école publique, c'est pour précisément trouver la rigueur de l'école républicaine ailleurs qu'à l'école publique, parce qu'ils ne l'y trouvent plus. Donc je plaide, si vous voulez, pour cette lucidité de la part des politiques. Tout espoir n'est pas perdu, sauf si on continue à fermer les yeux sur le désastre. Il y a un sujet sur lequel je vous ai découvert, ou plutôt nous nous sommes découverts un sujet de combat commun et que personne ne connaît, les vaches. Oui. Pourquoi? Quel lien vous faites entre votre combat contre la ferme des 1000 vaches, c'est-à-dire cette espèce d'univers concentrationnaire où on va mettre des vaches qui ne verront jamais un brin d'herbe, et ce que vous venez de me raconter sur la civilisation? Je ne sais pas s'il faut toujours faire un lien, je suis très sensible. Vous croyez que ça n'a pas de lien? Mais je pense qu'il y en a un, mais je m'en suis rendu compte a posteriori. J'ai vu un reportage à la télévision avec un paysan qui montrait ses vaches qui retournaient paître quand venait le printemps, et elles se mettaient à danser dans le pré. Et il disait, pour moi, la danse des vaches, c'est l'un des plus grands plaisirs de ma vie, et je ne m'en priverai pour rien au monde. Aucun argument utilitaire ou économique ne m'amènerait à le sacrifier. J'ai été très sensible à ça, mais je me dis qu'effectivement, nous entrons dans l'ère de la manipulabilité et de la remplaçabilité générale. Nous vivons au milieu de nos produits, et l'homme lui-même tente à devenir un produit parce que la nation s'écroule face à l'idée que les hommes sont interchangeables eux-mêmes, si vous voulez, et donc remplaçables. Les hommes, les animaux, nous vivons à l'ère de l'interchangeabilité générale, et c'est à cela que je m'oppose sur tous les terrains. Et vous viviez jusqu'à présent, ou en tout cas c'est la perception qu'on pouvait avoir de vous, comme un pur esprit. Et tout à coup, vous découvrez... Les vaches. Vous découvrez les vaches? Ah non, mais ça, j'en ai parlé dans mes cours à Polytechnique. Et les vaches, si vous voulez, ils sont très présents. Donc c'est un vieux combat. C'est un vieux souci. Ce combat-là est un combat qui, aujourd'hui, peut lui aussi être taxé de réactionnaire. Vous vous en foutez. Mais sauf que, qu'ce que ça nous raconte sur la question du progrès? C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de progrès tant qu'on se plaçait dans la perspective d'un temps prometteur. Aujourd'hui, l'avenir n'est pas prometteur, il est menaçant. Et plus il est menaçant, moins on a le droit de regarder en arrière. La nostalgie est criminalisée. Je ne plaide pas pour un retour en arrière, mais je m'étonne, si vous voulez, de voir ces progressistes devenir si hargneux depuis que tout le monde est veuf de l'idée même de progrès. Est-ce que vous allez faire un référendum pour interdire Twitter, entre autres joyeusetés de modernité? Ah non, parce que ça je perdrais. Comme je tiens quand même à aller jusqu'au bout de mon mandat, donc je ne le ferai que sur la musique d'ambiance et Twitter, Facebook, etc. Il faut que je m'y résigne. Je vous parlais de Twitter parce que cette semaine, on a appris le décès d'André Glucksmann, et son fils, Raphaël Glucksmann, l'a annoncé sur Twitter avec une belle phrase sur son père, et en terminant par RIP Glux sur Twitter. Quoi, RIP, ça veut dire quoi, RIP? Rest in peace, ou Requiet in pace. Ah oui. Plutôt en latin. Oui, et puis je l'ai entendu le matin même de la mort de son père,
parler à la radio sur France Inter pour dire que son père était pour lui un ami. Cela m'a mis extrêmement mal à l'aise. Cette immédiateté technologique qui ne laisse même pas de place au deuil et à ce que le deuil a d'intime et de privé, si vous voulez. On est vraiment dans l'univers de Facebook où tout s'affiche tout de suite. Même la souffrance devient un moment d'exhibition. André Glucksmann, vous l'avez croisé très souvent dans votre vie. Vous avez eu des différends. Oui, nous avons eu des différends. Nous avons eu aussi des combats communs. André Glucksmann, si vous voulez, a défendu avec une obstination ardente les droits de l'homme contre les régimes et les pensées totalitaires. Mais une communauté politique peut-elle être fondée sur les droits de l'homme? Le monde ira-t-il mieux sans frontières? Ces questions, il ne se les est jamais posées. Or, ce sont nos questions. Elles sont devenues aujourd'hui absolument incontournables. Vous êtes le seul de cette génération qui a émergé à cette époque-là, avec Bernard-Henri Lévy, avec Pascal Bruckner. Vous êtes le seul à être aussi critiqué, à être aussi attaqué. C'est vrai, vous avez raison. Pourquoi? Mais j'en sais rien. Je suis plutôt un gentil garçon. Franchement, je sais pas. Je pense Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont surfé sur l'époque et vous êtes... Non, je pense que j'aborde des questions qui fâchent. J'affiche un certain pessimisme, une certaine anxiété, et je constate que l'époque ne le veut pas. Sans aller dans un optimisme béat, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette époque qui soit positif? Qu'est-ce que vous aimez dans cette époque? Quels sont quand même les progrès? Il y en a bien. Vous, je vous aime. Vous êtes très agréable. C'est tout? Non, parce que... J'espère bien que vous avez d'autres... J'ai d'autres amours. Ça me rassure. Non, mais effectivement, je dis... Qu'est-ce qui vous réjouit? Des rencontres, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Des amitiés. Je ne suis pas un homme malheureux. Vous n'êtes pas le personnage médiatique que l'on voit sur les plateaux de télévision, pris dans des souffrances terribles en entendant des débats. On ne me voit pas toujours en train de souffrir. Quand je souffre sur un plateau de télévision, c'est pas parce que l'époque est atroce, la réalité n'est jamais comme ça. Je souffre parce que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ma pensée, parce que je suis interrompu, parce que je suis insulté. Ça, évidemment, ça me fait souffrir et ça me fait même parfois sortir de mes gonds. Et j'ai tort, mais je ne peux pas m'en empêcher. Pour le reste, je ne suis pas à l'aise dans cette époque, mais nous ne vivons pas sous un régime totalitaire. Il y a donc des îlots de bonheur, et j'ai des amitiés qui ont nourri mon existence. J'ai la chance aussi d'aimer, et peut-être, du moins je le crois, d'être aimé, mais qu'est-ce qu'on peut demander de mieux à la vie? Mais alors tant mieux, vous êtes tant mieux, mais je ne suis pas un homme malheureux. Heureux. Voilà. Qu'est-ce qu'on met en musique de fond? Pink Martini, vous aimez? Ah oui, j'aime beaucoup Pink Martini. Aimez, hein? Oui.